Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode du Cinéco. Je suis Andy Mortier, je suis accompagné aujourd'hui de Rodolphe Yvenou, Salut. Lou Rebuffet Salut. et Étienne Toutin. Salut. Et si je me trompe pas, Étienne, t'es pas encore apparu dans le Cinéco. Si, tu es pas- Si, mais dans un épisode de Lost Media. Oui, il est pas sorti parce que Ouais. je le garde sous le coude parce qu'il y a un autre truc qui va sortir. Mais du coup, Étienne, je te laisse te présenter. Je faisais partie du podcast La Pause Cinéma avec toi il y a 2 ans, je crois. C'était ça la dernière date. Je sais ouais. plus, je crois un truc dans le genre. Et voilà, moi j'aime bien le cinéma. Et tu fais des petits trucs ciné à côté. Ouais. Tu peux vendre ton Insta si tu veux. Hein. Il y a Étienne Torstein, et ça c'est pour ce qui va être plus captation, enfin c'est cinéma et musique concrètement. Et Samiri qui est mon compte artiste où il y aura des belles choses qui vont arriver. Notamment grâce à Lou. De toute façon, tu seras sur. Je mentionnerai tout le monde quand l'épisode sortira, donc vous pourrez aller voir les Instas de tout le monde, comme d'habitude. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'un film français qui est sorti en 2023, Le Vourdalac de Adrien Beau. Du coup, on suit le marquis Antoine Saint-Turnin d'Urfé, envoyé de la cour et du roi de France, qu'il aime le rappeler dans le film, qui est perdu du coup dans les pays de l'Est. On sait pas trop où. C'est pas précisé. C'est pas précisé, mais bon, on va dire près de entre la Serbie, Roumanie et peut-être Russie. Hein, Pas loin des Turcs. voilà, pas loin des Turcs toujours. Et du coup, justement, il s'est fait attaquer par des Turcs ou pas, des brigands peut-être. Et du coup, il frappe à la porte d'une auberge et l'aubergiste refuse de lui ouvrir et du coup, il lui dit d'aller à la demeure du vieux Gorcha, donc qui habite pas loin. Bon, un peu quand même parce qu'il y arrive le lendemain, mais du coup, voilà. Le marquis Antoine Saint-Turnin d'Urfé va se rendre à la maison de Gorcha, du coup, et de sa famille. Sauf que Gorcha n'est pas là, puisqu'il est parti affronter du coup une bande de Turcs qui sévit dans la région. Et sa famille, du coup, lui dit donc en gros, Gorcha, avant de partir, sort donc la légende. Enfin, l'histoire, si je ne suis pas revenu au bout de 6 jours, je ne me laissais pas rentrer parce que je serais devenu un immonde ou un infâme Vourdalac. Et évidemment, du coup, le père Igor, joué par Grégoire Collin, donc qu'on a déjà vu récemment dans Rendez-vous avec Pol Pot de Ricky Pan. Ça n'a rien à voir, mais voilà, le film est cool. Grégoire Collin, du coup, où Igor rentre chez lui, et puis évidemment, il veut revoir son père. Et son père réapparaît, du coup, le 6e jour, sous des traits particuliers. Est-ce qu'on résume plus le film ? Bon, On peut juste dire que Igor, lui, il croit pas du tout à ça, donc du Voilà. coup, il laisse carrément son père entrer, oui. et on amène du coup à la suite du film, quoi. Igor va prendre soin de son père, du coup, et puis va s'en suivre un massacre de la part de Gorcha, ou en tout cas du Vourdalac, donc vu que Gorcha est devenu le Vourdalac. Particularité du film, du coup, on va commencer par ça. Le Vourdalac, du coup, n'a pas d'acteur dans le film, vu qu'il est joué par une marionnette qui est animée par Adrien Beau, du coup, et une collègue. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? On va commencer par Étienne. Moi j'ai trouvé ça trop cool. C'est... tu me l'avais vendu de base par... comment dire la mise en scène et aussi surtout la caméra qui est utilisée, où c'est en 16 mm. 116 mm. C'est en 16 mm. Et du coup avec une image vraiment particulière, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans le cinéma contemporain. Et j'ai pas été déçu du tout. Je m'attendais à un film de vampire un peu chelou, parce que tu m'avais montré aussi du coup des petites séquences, mais toutes petites, hein, du père, qui du coup est joué par une marionnette. Et c'est génial. Il a une voix de fou, les répliques sont complètement zinzin. Et ouais, en fait, je me suis laissé totalement prendre par le truc. C'est vraiment un univers qui commence dès le début. Et ce que j'aime bien, c'est que comparé à d'autres films d'horreur où, justement, pour dire un peu aux spectateurs, attention, c'est un film d'horreur. Au début, ils te montrent genre une première victime, ils te mettent directement dans le truc. Là, la séquence d'introduction, c'est vraiment juste, ils toquent à une porte et ils sont en mode « Non, monsieur, nous ne pouvons pas vous accueillir. » Et t'as l'orage et tout, c'est trop bien l'utilisation de l'ombre et tout. Oui, et il ne filme pas le marquis au début. C'est surtout qu'aussi, le film est sorti il y a pas longtemps sur Shudder. C'était en fin 2024, je crois. Et du coup, ça a commencé à devenir un mème. Genre certaines scènes, notamment la scène du coup à table. Ouais, mais en même temps, c'est normal, hein, vu les répliques. Mais aussi, c'est très lunaire comme film au final, parce que t'as vraiment des campagnards serbes au beau milieu de la campagne
qui arrêtent pas de s'excuser en mode oh désolé messire, nous ne savons pas accueillir la cour, et à côté t'as un mec vraiment qui est appelé à un moment même par le Vourdalak comme un marquis poudré, un truc dans le genre. Oui. En faisant un geste de la main, ce que je trouve incroyable, c'est oh Oui. les marquis poudrés. Ce qui est marrant parce que du coup, le Vourdalak et le Marquis, sont les personnages les plus vraiment plans du film. Bah oui. Au final, c'est vrai qu'il y a un truc là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est par rapport aux costumes, aux lieux, tout ça, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude. Et déjà, rien que ça, c'est déboussolant. Et ouais, moi j'ai kiffé, j'ai trouvé ça trop bien. La musique aussi qui est top. L'utilisation du chant avec des acteurs à un moment qui font du chant lyrique. Ça sort de nulle part. Mais il y a beaucoup de scènes comme ça, pareil, la scène de danse qui arrive juste après, qui sort de nulle part. Et putain de merde, ça fout une ambiance. Vraiment, c'est impressionnant. Je suis très déçu de ne pas l'avoir vu au cinéma pour le coup. Lou. Bah écoute, moi j'ai un peu comme Étienne, j'ai été pas mal surpris par le film, car c'est vrai que, en fait, surtout un film déjà tourné en pellicule, donc on en a en soi, c'est pas quelque chose d'inexistant, mais c'est vrai que c'est en 16 mm. Du coup ça change un peu tout, car en général dans le cinéma c'est plus du 35 mm qui est utilisé par la plupart des films en fait qu'on peut voir à l'heure actuelle, qui sont en pellicule, et c'est vrai que le 16 mm ça apporte un sorte de grain à l'image, et surtout même les couleurs, car le Vourdalak c'est très sombre comme atmosphère, enfin, c'est très... Par exemple, j'avais vu il y a pas longtemps Riddle of Fire, Oui, qui qui est tourné en 16 mm, et là on voit que les couleurs sont plus éblouissantes, les lumières beaucoup plus, on va dire, pas tamisées, mais vraiment éblouissantes, alors que là par contre c'est plus tamisé, on est vraiment, enfin d'ailleurs il fait pas un seul, je crois que pendant tout le film il fait pas jour, enfin à proprement parler il fait pas vraiment si jour que ça, donc du coup l'ambiance est très bien maîtrisée. Et alors la marionnette, ça c'est vrai qu'il faut en parler, parce que je pense que tout le film se repose là-dessus. Honnêtement, je pense que le Vourdalak, par contre, tu mets un acteur normal, je pense que le film perd énormément d'intérêt, parce que vraiment la marionnette, en fait, d'ailleurs, et la preuve, parce que on fera peut-être un peu plus le parallèle tout à l'heure là-dessus, mais on a vu du coup le Nosferatu de Werner Herzog. Oui. Et alors un truc qui est ouf, c'est que là le personnage, par exemple dans tous les films d'ailleurs de vampires en général, le personnage principal il est un peu naïf. On va dire il arrive comme ça et il se dit oh bah y a pas de problème, bon bah c'est normal. Il est pas si naïf dans... Et justement c'est ça, c'est que dans le Vourdalak par contre il est assez lucide, il se rend tout de suite compte qu'il y a une couille. Déjà la famille, bon elle est rustre, mais bon ça pourquoi pas, je veux dire il vient de la noblesse, lui ça lui sort un peu de ses gonds et tout. Mais quand il voit le Vourdalak devant lui sur la table, t'as l'impression que, il est dans l'incompréhension totale. Et c'est vrai que nous aussi, le spectateur, on voit ça, on se dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'est le truc qui est pas... même de fait que justement ce soit une marionnette, ça déshumanise totalement, on va dire, le conte. Il y a des portraits du comte dans la maison Oui. qu'on voit avant qu'il soit le Vourdalak, et en vrai, bon, il est pas forcément plus aimable, agréable à regarder. En plus, ce qui est intéressant, c'est que genre une des seules personnes qui réagit pas à l'arrivée du Vourdalak, c'est le père qui était parti avant, du coup. Le père qui n'a pas vu du coup. Et du coup, lui, il l'a pas vu depuis longtemps, et du coup, il se dit, oh bah en mode ça va et tout. Et vraiment, les regards de tous les autres, il y en a aucun qui est rassuré ou quoi. Et enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse ambivalence entre le côté humoristique du film par moment et son côté horrifique, quoi. Ça par contre, ouais, c'est clair que le film est drôle. C'est dingue. Le film est terrifiant, il est touchant, mais il est surtout drôle à certains moments parce que c'est tellement, ça devient presque absurde tellement ça part loin. Et justement, même c'est là où je voulais y venir, c'était au niveau des dialogues, parce tu l'as pas mal, t'as pas mal introduit ça justement. Et c'est vrai que, en fait, le film, c'est un peu bizarre car il y a une ambiance un peu décalée, car c'est très sérieux. En vrai, le ton du film est quand même sérieux dans l'ensemble. Je veux dire, il n'y a pas des blagues qui sont mises à droite, à gauche et tout. Mais le truc, c'est que non seulement on n'a pas l'habitude de voir un film en argentique, mais on n'a pas l'habitude de voir un film qui est écrit en vers. Et c'est vrai que ça s'entend dans les dialogues, c'est pas naturel. Il y a des rimes dans beaucoup de Il y avait beaucoup de moments où ça rimait dans le film, et j'ai l'impression qu'on avait visionné tous les trois ensemble. Ce qui est dur pour les acteurs, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques en mode c'est un jeu très théâtral, machin. Mais en fait, quand t'as un scénar du coup écrit comme ça, tu vois, un script comme ça, comment tu veux bien le jouer, quoi. Pas tant. Enfin, il y a un truc théâtral, mais je pense au moment où je trouve que c'est la meilleure prestation d'acteur à ce moment-là, c'est la mère quand elle va rejoindre son fils après sa mort. Et elle a tout un truc où elle dit mais vous êtes qu'une bande de brutes, elle est exceptionnelle, putain, parce que lire ce texte-là en y mettant autant d'émotions, et à chaque fois qu'elle fait une pause, non, c'est trop fort, c'est trop fort, franchement. Mais Grégoire Collin, la scène notamment du repas où le Vourdalak du coup apparaît, Grégoire Collin est très très à distance par contre de ce jeu-là, il est très lunaire dans son jeu. Et d'ailleurs à ce moment-là, il y a un plan sur lui où il ne regarde pas du tout la table.
où il regarde vers la cam. Et en fait, il y a un effet avec la coupe au montage, on dirait que le truc est complètement extérieur à la scène qui se passe. Et vu que lui, de toute façon, ce personnage-là est complètement extérieur à ça, vu qu'il était même pas là de toute façon quand Gorcha est parti. Mais oui, du coup, t'as parlé de Nosferatu, parce que du coup, ça s'est pas vu avec mon résumé foireux tout pourri, mais Nosferatu, du coup, enfin, le Vourdalak, ressemble énormément à Nosferatu, et par essence, du coup, à Dracula. Et c'est pas pour rien, parce que du coup, c'est une adaptation de La famille du Vourdalak de Alexei Konstantinovitch Tolstoï, qui est du coup de la famille de Léon Tolstoï que tout le monde connaît, quoi. Et cette nouvelle-là, elle a été écrite du coup en 1839. Qui a inspiré ensuite Bram Stoker pour écrire Dracula. Qui a inspiré ensuite Nosferatu, parce qu'ils n'avaient pas les droits de Dracula. Puis le Vourdalak, du coup, reprend le Nosferatu, mais se base sur la nouvelle, du coup, de machin. Tout en étant passé après les multiples adaptations de Dracula, quand même. Oui. Et du coup, genre, ça bouge de beaucoup le truc parce qu'un vrai vampire moche, parce que du coup, le Nosferatu de Igor, c'était pas encore sorti, et un vrai vampire moche comme ça, dès le début, ça fait un moment qu'on en a pas vu, parce que même dans. Je sais plus c'est quoi le nom français de Fright Night. Je crois que c'est pas vampire, vous avez dit vampire justement, Fright Night. Bah en fait il y a ce fameux vampire avec la bouche immense avec énormément de dents dedans, mais c'est des petites scènes où genre d'un coup ils font peur et tout. Et c'est souvent comme ça, c'est genre au bout d'un moment ils font peur, mais pendant une grosse partie genre ils sont beaux ou ils sont attrayants tout ça. Il y a que dans le... Enfin dans ce que j'ai vu pour l'instant, il y a que dans le Nosferatu de base et du coup dans le Vourdalak où ils sont directement dégueulasses quoi. Bah, il y a celui de. Enfin, le Nosferatu de Herzog, mais qui Oui, du coup aussi, reprend oui, cette oui. esthétique de Nosferatu. Mais oui, par contre, c'est ce que Adrien Baud dit dans son interview, c'est qu'il aimait pas du coup cette reprise-là par Dracula. Parce que Dracula, du coup, ça reste quand même une version belle du vampire. Et il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que la figure du vampire, au fur et à mesure du temps, mais particulièrement avec, ou même peut-être à cause de Dracula, c'est une figure bourgeoise. Il en parle dans son interview C'est aussi. une figure bourgeoise de ouf, et puis le fait de la rendre jolie, attrayante, c'est aussi pour moi un manque à gagner sur un truc que le Bourdalak fait super bien, c'est qu'en vrai, un vampire, il va pas séduire avec son apparence, il va séduire avec ses mots. Et le Vourdalak, putain, qu'est-ce qu'il s'exprime bien. Parce que après, justement, la scène du dîner, là, il y a tout le truc de « Oh, excusez, monseigneur, nous n'avons pas l'habitude d'accueillir... » J'ai plus le... Évidemment, j'ai pas la phrase. Mais il Toutes parle les phrases bien, du quoi. Vourdalak sont cultes, en fait. Il parle pourrait beaucoup- les ressortir il parle dans des super contextes. bien. Mieux que sa famille quoi en plus. C'est Ouais. ça. Mais en même temps, tu vois, le Vourdalak, quand tu regardes bien par rapport au marquis, tu vois, il n'est pas en situation de supériorité par rapport au rang. C'est-à-dire qu'il arrive, quand il arrive, on va dire, on va appeler ça la Serbie, quoi. Bah, le marquis, tu vois, il arrive dans un milieu de bouseux, tu vois. C'est pas un château très glorieux, pas en ruine, contrairement à certaines versions de Dracula ou Nosferatu. Mais il a quand même fait un switch. On va dire que c'est quelqu'un de riche qui se fait avoir techniquement par des pauvres. Enfin, pas par des pauvres, mais on va dire par une caste inférieure, quoi. Il y aura peut-être même un message en vrai là-dessus que moi j'ai pas encore trop décrypté. Bah, dans Nosferatu, même, il est basé sur. Enfin, il parle de sa famille, souvent. Enfin, en tout cas, dans le Nosferatu de Herzog, il le fait. Bon, dans celui de Murnau, ça parle pas beaucoup non plus. Ils ont pas mis 10 000 cartons, mais tu sens que le Nosferatu a un passé. Genre, il a vécu des siècles. Alors que dans le Vourdalak, par contre, du coup, c'est ce qu'il disait Adrien Beau, c'est que le Vourdalak se rapproche pas vraiment d'un vampire, mais plus d'un zombie. Alors, il devient zombie, il devient Vourdalak parce qu'il a perdu une bataille, et ensuite, par contre, il peut contaminer d'autres gens. Et les faire devenir des Vourdalak aussi. D'autant plus qu'un vampire, enfin tout le truc avec le lien bourgeois, c'est que le vampire suce le sang des pauvres et transforme à la limite ses amis riches, tu vois, en vampires, pour qu'ils soient éternels et qu'ils puissent continuer de sucer le sang des pauvres. Bah là, le Vourdalak, il mord la gorge et tu te transformes en Vourdalak, quoi. Donc ouais, au final, c'est plus un zombie. Et puis ce qu'ils disent aussi, c'est que le Vourdalak qui vise en priorité sa famille et les autres qui lui sont chers. C'est pour ça, genre dès le début, on voit le lien entre le grand-père, bah, du coup entre le comte et entre le petit-fils. Et le petit-fils, bah, c'est la première victime du coup. Ouais. Et puis ce qu'il disait aussi beau dans son interview, c'est aussi le truc du mort-vivant, comme quoi c'est plus un nobody. Genre les vampires c'est des contes et tout ça, alors qu'un zombie c'est tout le temps une Oui, personne c'est parmi tout le tant temps. d'autres. Et là c'est un peu ce qu'on voit, parce que en soi nous on se concentre sur eux, donc c'est pas des gens sans importance, mais c'est parce qu'on se concentre sur eux. Mais tu mettrais ça sur un film à plus grande échelle, c'est ouais, il y a une famille là-bas de Pecno, ils sont tous morts quoi, et ils sont tous revenus. En fait c'est parce que nous on a le point de vue que ça en devient intéressant. Et d'ailleurs, il y a autre chose en vrai, je viens d'y penser, mais le fait qu'il s'attaque à sa famille proche, tu vois. Alors je dis peut-être n'importe quoi, mais on sait tous que bon,
Renaissance, Moyen-Âge, tu vois, bon, ça tapait dans la famille des fois, tu vois. Et je me demande si le Vourdalak, c'est pas une allégorie de l'inceste, tu vois, un petit peu quand même dans son film. Parce que bon, tu te dis, le Vourdalak, la première chose auquel il s'attaque, tu vois, c'est le gosse, donc le petit-fils. Puis ensuite, toi, toute la famille qui va autour, pour finalement ensuite seulement s'attaquer, on va dire, au conte, tu vois. Bah, faut pas oublier que de toute façon, le Vourdalak, du coup, on reste, même s'il se base sur la nouvelle de 1839, genre, ça reste un film contemporain qui est fait après le Nosferatu de Murnau, après toutes les adaptations qu'il y a eu. Et par contre, le Nosferatu de Murnau, lui, il explorait ce côté-là déjà de sexualité. Enfin, là, mais pour le coup, c'est une grosse métaphore du viol, quoi. Bah, de toute façon, on l'a vu même dans celui de Herzog. Celui de Herzog aussi, il explore à fond ça. C'était encore plus même que celui de Murnau. Ouais. Et puis bah là, dans le Vourdalak, c'est encore plus... Parce que dans les autres, ça reste des images, ça va suggérer. Il y a que le Vourdalak sur les Nosferatu qu'on a vu en tout cas, parce que moi j'ai pas vu celui des Gors, donc je pourrais pas dire, où c'est littéralement montré, quoi. Il y a vraiment une scène. Ouais, mais le Vourdalak, pour le coup, il attire, du coup, il attire pas, pour le coup, enfin, il essaye pas d'aller vers une personne précise, tu vois. Le Vourdalak, il attire le marquis d'Urfé, justement, en utilisant un peu sa corde sensible, du coup. Ouais, mais en même temps, il a pas cherché à l'attirer encore une fois, tu vois, parce que par Le exemple, Vourdalak. le Vourdalak, je vais y venir justement pourquoi je dis ça, parce que dans Nosferatu, par exemple, de Werner Herzog, techniquement, il a été le chercher, tu vois, il a été chercher qu'un type. Alors que par contre, le Vourdalak, il cherche personne, tu vois, en vrai, bon, bah, c'est une contamination, tu vois, il y a peut-être une allégorie aussi, tu vois, de la peste, encore une fois, tu vois, comme... Bah, lié, en tout cas, dans Nosferatu. dans Nosferatu et même le Vourdalak, car en soi, même le fait qu'il s'attaque à sa famille, bon, la peste, à l'époque, ça attaque tous les gens qui sont autour de toi, en fait. T'as la peste, bon, bah, tout le monde crève autour. Mais le truc, c'est que là, tu vois, le fait que ce soit le petit gosse, tu vois, avant, enfin, un petit enfant qui crève, enfin, bon, désolé pour le spoil, hein. Désolé encore une De fois. toute façon, Etienne avait déjà spoilé. Oui, bon, bah, ouais, c'est pour ça, je De toute reste- façon, on peut spoiler. je suis sur la surf, sur la vague du spoil. Mais le fait que ce soit l'enfant qui se fasse attaquer d'abord, tu vois, ça dit quand même quelque chose. Alors, est-ce que ça va juste toucher son corde sensible de on a attaqué le gosse et donc du coup, hop, t'attaques à un truc assez sensible? Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, tu vois? Parce que le marquis, au final, c'est le dernier à se faire contaminer. La scène de fin du Vourdalak, ça aussi, c'est un truc. C'est là où, par contre, on est revenu dans l'horreur, tu vois. Dans l'épouvante, quand il descend, juste après avoir eu bon, la scène de sexe avec le Vourdalak, qui est d'ailleurs assez crade quand on y repense un peu 2 Mais secondes. c'est là où moi je dis qu'il l'attire. Très par contre. Shining dans l'idée. Il a Ah, pas là. tiré le marquis d'Urfé dans la maison. En soi, c'est le marquis d'Urfé qui allait là. Mais par contre, la scène de. Oui, il l'a du coup, trompé. Le Vourdalak, du coup, fait style d'être Svenka, du coup, la fille, qui attire du coup le marquis. Et voilà. Au final, c'est. Oui, déjà le délire de se faire passer pour sa fille, c'est quand même très C'est étrange quand même très hein. étrange, ouais. Mais, oui, ouais, mais même la scène, du coup est assez gore. Enfin, c'est assez glauque, quoi. Et juste après, bon, la réplique est. Ils l'ont mis sur l'affiche, mais elle est incroyable, quoi. Monseigneur a un goût exquis. Enfin, bon, la façon dont il le dit, enfin, c'est. Même tu te dis, c'est pas quelqu'un de noble, mais par contre, il s'adresse en noble. Le truc aussi, c'est que il y a juste après cette scène de sexe, il descend, il se rhabille à moitié, il met ses talonnettes, tout ça. Et il arrive et il y a toute la famille. Et il y a Igor qui se retourne et qui est en mode Oh, monseigneur est arrivé. Oh, vous devez nous excuser, monseigneur, tout ça, tout ça. Tout de suite, il change sa façon de parler. Et je crois qu'il dit un truc du genre vous devez m'excuser pour mon attitude rustre. Il devient Il noble. aurait jamais dit ça avant. En fait, il y a un propos, mais il y a un propos de lutte des classes sur le film d'Adrien Beau, clairement. Et il y a même, du coup, j'irai un peu plus loin par rapport au propos de lutte des classes, là. Après, je te laisse la parole, Rodolphe. Mais c'est la scène, j'ai repensé à la scène d'intro, je me suis demandé, du coup, pourquoi l'aubergiste ne laissait pas rentrer le marquis d'Urfé. Et du coup, l'aubergiste lui pose la question vous avez été attaqué, enfin, par qui? Et il sait plus, du coup, le marquis d'Urfé. Et en fait, c'est parce que potentiellement, du coup, il soupçonne le marquis d'être un Vourdalak. Complètement. Ouais, et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, Adrien Beau, en fait, Adrien Beau réussit super bien aussi, parce qu'à ce moment-là, il filme que son ombre. Genre, il y a le doute. Puis même au niveau du dialogue, il dit qu'il est affamé. Donc, Mais du il coup, s'adresse, en fait, il parle comme un Vourdalak. Ouais. Il s'adresse du coup d'une manière noble. Il est blanc, il est poudré. Et puis il s'est fait attaquer par des brigands et il est affamé. Et puis il y a le moment où après que Svenka, du coup, après la tentative d'agression, où du coup il va potentiellement tomber il manque de tomber dans un gouffre. Après il revient voir Svenka, il est en mode oui, vous ne valez pas mieux que les coquettes de la cour de France. Non, c'est pas un Vourdalak. Enfin, le personnage est vraiment pas du tout. Comment dire? T'as pas envie de l'aimer, quoi, depuis le début, hein, donc tu. Bah, il est pas non plus repoussant au début. C'est un peu. En fait, je trouve que c'est un. Je dirais l'inverse. Moi, je dirais C'est l'équivalent 18e siècle du nice guy. C'est Et vraiment puis- le mec qui est en mode ouais, non, mais je suis un mec cool et tout. Et
à première occasion. Enfin, son seul objectif, limite, lui, ça le dérange pas de rester plus longtemps dans la maison, alors qu'il est terrifié par le Vourdalak, mais juste pour pouvoir essayer de pécho Svenska. Oui. C'est une dinguerie. Enfin, Je pense qu'il est pas repoussant parce qu'il est un peu ridicule aussi. Ouais. Il est complètement en dehors de son élément, il est complètement seul, il s'en sort pas du tout. Tout ce qu'il tente, il le foire, il manque de chialer. Ouais. Mais c'est le moment par contre où il est en face du ridicule, où il perd beaucoup de sa facette. Ouais. Notamment la scène du repas où du coup le Vourdalak met sa tête dans le plat là. Mm. En face, t'as le champ contre champ avec le marquis d'Urfé qui a une tête mais impassible. Mais ouais, non, il y a une sorte de. Je sais qu'en tout cas, je me dis, il y a une sorte de duel entre les deux personnalités dans le film, genre Vourdalak et potentiellement le noble du coup du marquis d'Urfé quoi. Mais bref, du coup, Rodolphe, qu'en as-tu pensé? non, oui, évidemment, c'est super cool. Enfin, de toute façon, comme on a dit plein de fois, le principal à tout du film, c'est sa marionnette, quoi. C'est vraiment les mouvements décomposés et puis aussi le fait que ce soit filmé en 16 mm. Bah, ça rajoute un truc de genre d'époque, quoi. Tu peux le dire, ça rajoute de la matérialité. Ça rajoute de la matérialité quand même. C'est texturé comme on aime. C'est physique, hein. C'est pas ce cinéma numérique là. Lynch avait raison. Non, mais en vrai, je trouve ça bien plus pertinent quand tu fais un film qui se déroule vraiment dans le passé, d'essayer d'adapter tes outils techniques. En fait, c'est pas parce que maintenant on a des outils techniques qui sont incroyables et qui des fois valent le coup qu'il faut se sentir forcé de les utiliser en permanence. Après, il y a Et beaucoup d'effets spéciaux dans le film. Ah oui, non, Il a mais bien fallu mais effacer de toute façon- Adrien Beau qui est derrière, on manipule à la Oui, marionnette. mais après, tu vois, je dis pas non plus mort au numérique, tout ça. De toute façon, le mieux, et ce que je trouve, ce qui est une erreur qui est souvent faite, c'est qu'il faut savoir mêler les deux en fait. Oui. Et justement, le Vourdalak, il arrive très bien à le faire avec justement, on voit pas Adrien Beau en train de manier la marionnette derrière et en dessous. Le truc, je pense que sûrement il y a eu de la colorimétrie derrière et tout, donc évidemment qu'il y a du numérique derrière et que c'est important, mais il y a quand même l'aspect, la texture qui est là, et ça rend le film plus impactant et plus mémorable que si tu mettais le même film, que si tu refaisais un Nosferatu en 2024 et que tu le filmais full en numérique. Après, encore une fois, je me base que sur ce que j'ai vu des bandes annonces, donc c'est vraiment pas. Mais oui, et du coup, on parle de marionnettes, mais du coup, Adrien Beau avant a fait 2 courts-métrages, dont un qui s'appelle La Petite Sirène, qu'on peut voir sur YouTube et qui dure. Rien à voir avec La Petite Sirène de Joan Anderson. Oui, pour résumer, c'est un quotidien bouleversé par l'arrivée d'un petit monstre qui est une petite sirène, même si c'est moche. C'est pas une petite sirène, mais. Bah après, les sirènes de base sont. Si tu vas dans la mythologie grecque, les sirènes, déjà, c'est pas des poissons, c'est C'est des oiseaux. on sait. Du coup, la petite sirène, quotidien bouleversé dans une famille par une marionnette qui arrive. Et voilà quoi. Ça, Ouais, ça dure voilà, 8 tout minutes, simplement. donc, Ça dure 9 minutes. Et c'est tourné en 8 mm du coup. Ce qui donne un aspect. Amateur, crade. Ouais, Pas et puis. vraiment amateur d'ailleurs en fait. Pas Plus amateur. aujourd'hui en tout cas. Mais plus expérimental, on va Ouais. dire que. Parce que là, pour le coup, vu que c'est très saccadé, du 8 mm, vraiment. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit du 8 mm, du coup en fait on voit tellement plus ça que maintenant c'est expérimental. Bah, parce Qu'à que. une époque les gens ils filmaient en 8 mm en vrai. Oui, Là, bah c'était oui. la cam de base. Hein. Je veux dire, Bah j'ai oui, mis la une- Super j'ai 8, mis 8 mm ouais. chez moi. Hein, donc, Et d'ailleurs, je me dis que le 8 mm, c'est pas mal aussi pour représenter la folie. Parce que mine de rien, vu que c'est des mouvements très saccadés, on les voit. Enfin, au début, on comprend que la famille est normale, ils adoptent une sirène. C'est pas trop expliqué d'ailleurs comment ils la chopent. Ils la chopent à la pêche, je me souviens même plus. Il y a quand même. Enfin, je trouve que en fait, le 8 mm pour ce qu'il faisait. Alors, je sais pas s'il expérimentait la pellicule pour voir comment ça fonctionnait ou si c'était juste une tentative expérimentale, mais en tout cas, ça fonctionne bien 8 mm pour sa petite histoire. Je trouve que ça manque pas qu'il n'y ait pas de son. En vrai, je trouve ça même assez intéressant que ça saccade un peu. Mais justement, je trouve que ça fonctionne bien parce que des fois, tu les vois danser, tu les vois. Enfin, il y a cette texture pareil. Enfin, là où le 16 mm, on rentre quand même dans quelque chose qui peut s'apparenter à être un peu plus réel, mais on va dire avec une touche de fantaisie. Le 8 mm, par contre, genre vraiment pour représenter la folie. Parce qu'en vrai, tu regardes les anciens films, mine de rien, c'est un peu. Enfin, avec l'œil d'aujourd'hui, tu montrais ça à un enfant, mais il y a un moyen qui se tape des traumas, quoi, en vrai, et il comprend pas pourquoi les personnages bougent aussi vite, pourquoi ça ralentit et tout. Et je trouve qu'en tout cas, ça va bien avec, on va dire, avec la sirène, quoi. Surtout que bon, elle est quand même assez creepy. Genre, moi, jamais j'adopte ça, moi, vraiment, je lui mets un coup de raquette dans la gueule, et puis voilà. Mais c'est bien quand tu parles de 8 mm parce qu'on peut parler d'autre chose du coup. Adrien Beau du coup ne tourne jamais en numérique parce qu'il le dit dans son interview, du coup il ne comprend pas les 1 et les 0. Ouais. Donc voilà. Non mais ce qui est en vrai, Il dit, C'est legit. je comprends pas, Ouais. je comprends pas forcément tout le process numérique, mais au moins je sais que il y quand a la on tourne en pellicule, il sait très bien l'effet. ça met l'effet sur la mécanique pellicule que et tout ça, machin. Et- Ouais, et puis d'où du coup l'utilité, enfin,
d'où le côté matérialiste au final de ce qu'il filme aussi, et d'avoir choisi du coup la marionnette du Vourdalak, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve. Ce qui est intéressant, c'est que ce matériel, non seulement par les techniques qu'il utilise pour filmer, et avec ce qu'il y a à l'intérieur, du coup, avec les deux marionnettes. Et du coup, ça renvoie avec ce que lui disait aussi et qu'il a marqué, c'est-à-dire le travail de Phil Tippett et notamment de Matt Godd dont il parle dans l'interview. Oui. Où c'est pareil, Matt Godd qui est très intéressant aussi là-dessus, qui d'abord on nous présente quand même un film full stop-mo et qui se voit entre guillemets envahir aussi d'humains. Et je trouve que ce qui est drôle, c'est que les humains font presque fake dans cet univers qui est tout en pâte à modeler et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment du coup, ça fait un petit peu le contraire du Vourdalak où justement c'est le Vourdalak qui fait un peu fake dans cet univers qui est très réaliste, quoi. Ouais. Et je trouve ça intéressant qu'il disait en interview qu'il avait beaucoup apprécié du coup le travail de Phil Tippett sur Matt Godd là-dessus, quoi. Je parle d'un truc que Phil Tippett a dit, à un moment j'ai plus la citation exacte, mais c'est aujourd'hui on essaye de faire les trucs plus réalistes avec des effets numériques et ça devient du coup encore moins réaliste. Alors que maintenant si jamais on fait justement un truc comme le Vourdalak, tu te dis bon tu sais que c'est faux, mais t'as une impression de réalisme du coup parce que t'as une matérialité. Le Vourdalak quand on le voit on sait que c'est une marionnette dans le film. Mais par contre on sait aussi qu'il existe. Pour le coup, C'est ça que les acteurs le voient, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc dans les grosses productions où ils en sont à utiliser le numérique à outrance là-dessus. Enfin, je veux dire, dans le tout dernier Spider-Man du MCU qui était sorti, il y avait une scène où t'as un des personnages qui est au téléphone et derrière lui il y a une fête étudiante. Et je me suis dit, c'est un peu moche, mais ok. Il n'y avait pas de fête étudiante derrière lui. Ils ont même pas été dans un vrai truc de fraternité et à payer des figurants, quoi. C'est quand même une folie de devoir mettre un mec sur fond vert pour ça, quoi. Et genre, c'est ça qui est bien, c'est que... Enfin, qui est bien. Pas le truc, mais c'est que justement, il y a des gens qui se cassent le cul encore, comme Adrien Beau, à faire des trucs qui sont vraiment travaillés, où on sent la technique, alors qu'il pourrait utiliser la technique de la facilité de ensuite devoir tout gérer, tout donner au FX après. Mais ce qu'il disait aussi, Beau, dans son interview, qui était intéressant, c'est que lui, il disait les marionnettes pas seulement parce qu'il aimait faire ça, pas seulement parce qu'il aimait la marionnette, mais il fait, mais moi, je trouve ça nul de devoir faire un truc et de donner tout le fun après à faire à aux quelqu'un gens, d'autre. Ouais. à quelqu'un d'autre. Et encore, lui, il a dit ça, mais franchement, je pense que les gens qui passent leur semaine sur des effets et tout chez Marvel, Ouais. ils sont pas dans le fun, quoi. Je pense un groupe qui confectionne une marionnette, c'est un peu plus fun qu'un groupe qui est sur un PC en train de faire de créer une marionnette. Je voyais ça aussi, moi. C'est pour le labyrinthe de Pan, il y avait le behind the scene où tu voyais tout le design du Palman. Je crois que c'est comme ça Ouais, qu'il s'appelle. c'est des bêtes de costume. Hein, les trucs. Et en fait, tu vois, mais t'as le carnet, déjà Del Toro qui a son carnet tout le temps sur lui, qui fait des dessins dedans, des croquis, plein de trucs. Et puis après, il va voir son chef designer, et puis ils font ensemble, et puis ils font un super maquillage. Et ils imaginent, là, faut que la jambe elle soit plus plate. Ok, on va utiliser du fond vert dessus, tu vois. Mais c'est vraiment, la limite, c'est ça, quoi. Avant, ils ont fait tout le design, ils ont fait tout le costume. C'est impressionnant, hein, Parce que quand t'aimes vraiment les monstres, t'as envie qu'ils soient devant toi. T'as envie de les faire et puis, Et puis ça me rappelle... t'as envie de les embrasser. Même exactement. Mais en plus, il n'y a pas que... Ça se voit sur les films qu'a réal Guillermo del Toro, mais aussi sur ceux qu'il produit. Je sais pas si tu te rappelles dans Andy, je crois qu'on l'avait vu ensemble, Scary Stories to Tell in the Dark de André Ordeval. Oui, ouais. Genre le film n'était pas incroyable, le film était pas... Il était très cool, il était pas incroyable, mais vraiment les monstres, ils étaient tous géniaux, quoi. La Surtout maman de l'hôpital. Voilà, elle était... ouais. C'est là où en fait tu te dis, Adrien Beau, on lui souhaite d'avoir un film à plus gros budget parce que tu te dis. Après, ça en dit peut-être long aussi sur Adrien Beau, peut-être que c'est quelqu'un par contre qui a besoin de garder le contrôle sur tout. Et pour garder le contrôle sur tout, il a besoin de tout comprendre. Et c'est vrai que pour le coup, peut-être que le numérique ça lui pose un problème parce que c'est peut-être un boomer. Informatiquement parlant, peut-être qu'en vrai, même vu qu'il a conçu des tenues, du coup, peut-être qu'il a besoin d'avoir cette nécessité de comprendre comment fonctionnent les choses. Mais bon. Et puis il y a un lien avec la matérialité directe. Enfin, le mec fait des tenues. Il a fait ça dans sa vie pour gagner sa vie. Donc ouais, c'est tu touches du matériau, tu vas dessiner dessus, tu vas faire des découpes, tu vas faire des essais. C'est tout de suite, c'est très pratique et c'est très visuel, donc ça m'étonne pas qu'il va faire sa propre marionnette, quoi. Après, moi je suis quand même d'accord sur le principe qu'il faut tout utiliser, tu vois. C'est vrai que de nos jours, je pense pas qu'un réal, pour te dire, je suis même pas sûr que tous les réals comprennent comment fonctionne une caméra, quoi. Je pense à mon avis, il y en a une bonne partie qui se laissent porter par leur chef-op, ils ont des idées, ils ont vu des films, mais ils savent pas utiliser. Et bon, c'est bien de connaître ces outils, et je pense que c'est ce qu'Adrien Beau veut dire, mais j'espère que plus tard, moi ça me gênerait pas, tu vois, de le voir et de se dire, bon ok, il y a une couche de FX, on va dire, et tout, ça me poserait pas de soucis, du moment qu'on garde la matérialité, qu'il garde sa patte. Ce que j'aimerais en revanche,
Et c'est pour ça qu'il faudrait switcher au prochain film, je pense. Donc, Tu peux dire les condiments irréguliers, ne sort pas tout le titre. Ça, c'est un sous-titre, mais oh, c'est pas le titre. j'aurais aimé vraiment. quand Mais non, même. vas-y, allez. l'histoire. Mais en gros, Oui. pour faire simple, c'est l'histoire d'une marquise de Bellevilliers, je crois. Non, je sais plus. Je crois que c'est ça le nom. Bah, Quelle heure, en surtout tout tel cas. que tu l'as dans le long titre. Moi, dans ma tête, c'est marqué. Ouais. On a, bon, du coup, on a une marquise qui devient un peu folle et qui décide en fait de tuer toute sa famille et tous les proches d'ailleurs de son terrain avec du poison. Et on retrouve un peu la thématique entre guillemets de l'empoisonnement dans une famille. La petite sirène, c'était ça. Il y a une petite sirène qui arrive dans une famille normale, tout le monde crève. Le Vourdalak, tout se passe bien jusqu'à ce que le grand-père revienne et tout le monde crève. Et là, c'est un peu la même chose. Par contre, étant donné que j'avais vu la petite sirène avant et le Vourdalak avant, je me suis dit, disons, est-ce que la marquise est en marionnette? Et pas du tout. C'est marrant parce que moi j'ai eu la même réflexion mais avec Svenka dans le Vourdalak. Ouais, c'est vrai qu'elle le a un- moment où elle dit la prophétie. Elle a une danse très Oui, Vourdalakienne dans ses mouvements de main et tout. En vrai, on retrouve un truc de la poupée qu'on voit après. Et même, elle est très pâle, tout ça. Enfin bref. Et du coup, moi, j'aimerais revenir sur autre chose parce qu'Adrien Beau, il aborde une thématique dans son interview. Il parle de l'IA. Mais par contre, tu te dis, l'arrivée de l'IA, en vrai, on est entre deux, en fait, avec le cinéma fait par IA et le cinéma du coup de base, le purement chimique, photographique, mécanique. On n'est pas encore dans l'IA, mais on est beaucoup plus proche de l'IA que d'un cinéma, pour le coup, pellicule de base, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on n'est que sur du traitement de données. Et tu te dis, bah ouais, on n'a plus besoin, en fait, on n'a même plus besoin, tu vois, de figurants. En soi, tu mets, De toute façon, tu regardes maintenant c'est surtout visible dans les genres biopics musicaux et tout ça, mais tu regardes les foules, bah c'est pas des vraies foules quoi. Ouais. T'as 4 pélos et. Tu te rappelles de Bohemian Rhapsody? Meilleur montage. Ouais, et c'est pour ça que tu te dis, en fait, il y a un truc qui me fait un peu chier, c'est qu'on a beaucoup de critiques sur l'IA, mais on n'a pas beaucoup de critiques aujourd'hui, alors que le cinéma est dans un sale état quand même à ce niveau-là. Et il y a même mieux. J'ai regardé une vidéo de Mr. Bobine il y a pas longtemps. Je cite beaucoup Mr. Bobine à chaque podcast, mais en vrai, il faut regarder. Qui parlait de Aquaman. Et eux, ils abordaient un truc sur Aquaman, on s'en fout qu'ils l'ont aimé ou pas, c'est autre chose, enfin, on s'en fout qu'on ait aimé ou pas Aquaman, mais ils parlaient des calibrages de scénar. Et ils parlaient notamment de Free Guy. Si vous décomposez en fait ce qui se passe dans Free Guy, vous avez par exemple l'introduction de Free Guy qui renvoie à l'introduction de la grande aventure Lego. Voilà, il se lève, il fait sa petite journée quotidienne, machin. Il y a un moment, il porte des lunettes, enfin il va mettre des lunettes dans le film pour voir tel truc, Invasion Los Angeles. Et en fait, du coup, Mr. Bobine montrait que tous les scénars aujourd'hui là qui sont faits en ce moment pendant blockbuster à Hollywood, dont Aquaman, en fait, tu as des renvois à des Ghibli, à la petite sirène, des trucs comme ça, et on n'est plus sur de l'influence, on est vraiment pour le coup sur potentiellement il y a un moodboard qui a été fait avec ces images là, mais le réal après reproduit presque ces images quasi identiquement, mais en live action. Et du coup, avec l'arrivée de l'IA, on parle du coup de recréer, on va dire, de supprimer le taf du scénariste, mais aujourd'hui, tu te dis, on n'a plus non plus ce taf-là, presque, il est mécanique. Bah, en vrai, moi ce que ça me fait penser, c'est que c'est juste le cinéma de la nostalgie en fait qu'on a en ce moment. Et c'est pareil avec les remakes, live action fait par Disney. Bon, ça, mais c'est ça, et c'est ça justement, attends, tu mets le point sur un truc, c'est ça qui est marrant. C'est que tu te dis, le Vourdalak, par contre, il adapte un truc techniquement beaucoup plus vieux que ces machins-là, tu vois. Et il prend un aspect, tu vois, pour le coup, bah en fait, le truc c'est qu'il a adapté une nouvelle de 1830, du coup, il a juste mis une esthétique, en fait, on pourrait croire que les images qu'on voit, tu vois, datent. Genre, il y a un côté, c'est pour ça, il disait, Adrien Beau, dans son interview, je voulais pas faire un film, mais le fantôme d'un film. Oui, il a dit que son film c'était le fantôme d'un film. Ouais. Voilà, genre, et en soi, justement, il parle de l'IA même à un moment, parce qu'il se dit, en fait, de toute façon, je pense que, en vrai, le cinéma pellicule aujourd'hui, c'est un fantôme du cinéma d'aujourd'hui, tu dis ça, c'est plus la même chose du tout. On n'a plus cette question-là de matérialité, quoi. Ouais, mais moi j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus, c'est que par contre, à l'époque là où il n'avait que ça par contrainte de l'utiliser, maintenant la pellicule quand elle est utilisée, il y a un argument. C'est comme le noir et blanc, on peut bander sur les films en noir et blanc avant, mais la vérité c'est que quand ils étaient en noir et blanc, c'est qu'ils n'avaient pas le choix de le faire. Par contre, quand maintenant un film, et qu'il soit numérique ou argentique d'ailleurs, quand un film maintenant décide de prendre le parti pris de tourner en noir et blanc, là il y a un intérêt, là tu analyses vraiment quelque chose, tu te dis ok, le réal a choisi, il avait C'est l'air. pas forcément vrai parce que pour le coup, non. va trouver l'argument pour, les arguments de Nolan
pour tourner en pellicule. Bah, le truc, c'est. L'argument de Nolan, Non, mais c'est certes, parce que c'est mieux en pellicule. certes, je suis d'accord, mais le truc, c'est que mine de rien, il a décidé de le faire. C'est-à-dire que par contre, enfin, je suis d'accord que bon, Nolan, c'est pas le meilleur utilisateur, mais par exemple, on pourrait parler de Belfast, tu vois. Belfast qui est un. C'est pas en pellicule, Belfast. Non, Ouais, c'est en noir et blanc. c'est pas ça que Ah. je veux. C'est pas ça que Ouais, je avec disais. des touches. Oui, mais parce que le noir et blanc apporte quelque chose. Oui, voilà, mais De c'est toute façon. comme l'argentique, tu vois. C'est-à-dire que l'argentique et l'utilisation du noir et blanc, tu vois, maintenant, on en fait quelque chose de concret et qui peut être, disons, qui a une utilité. Alors que c'est à l'époque, si on leur avait proposé de tourner en numérique, on leur aurait dit, ouais, regardez, c'est beaucoup plus simple. Vous allez techniquement perdre moins d'argent avec la pellicule et tout. Ils auraient tous signé de base, je pense, pour essayer de découvrir. Mais le truc, c'est que maintenant, les gens qui tournent en pellicule et même les anciens réals qui sont restés à la pellicule, ils ont un argument de force, tu vois. Mais tu demandes pas d'argument pour un mec qui tourne en numérique alors qu'il devrait y en avoir aussi. Bah, moi, le truc, c'est que tu vois, le numérique. On ça a fa- perdu, justement, avec l'arrivée du numérique, je trouve que tu perds déjà un truc. Le quand même. numérique. Bah, l'argument est- la plupart du temps, c'est monétaire. Hein. Ouais, et par contre, Ouais, c'est monétaire. contre, Matrix, et bon, ce qui n'est pas tourné intégralement en numérique d'ailleurs, mais s'il était tourné intégralement en numérique, il y aura un propos. Pour le coup, Matrix renvoie à ça, même au délire. Hein? C'est vraiment cohérent pour le Bah coup. oui, voilà. Et parce qu'il utilise aussi des effets numériques. Mais parce que justement, ce monde-là, même Speed Racer, enfin des trucs comme ça, les Wachowski, ils ont réussi à s'adapter au numérique. Dans le sens où leur cinéma reflète cette Ouais. arrivée de cette technologie-là, tu vois. Ouais, mais Et en après. vrai, quelle utilité, à part justement le besoin d'argent, quelle utilité aujourd'hui à tourner en numérique ou en... Et puis ce qui est marrant, c'est que. C'est qu'une question monétaire, du coup, au final. Ouais, mais au final, ça a toujours été plus ou moins le cas aussi. À chaque Bah, fois, c'est vrai quoi. qu'avant, ils avaient pas on a autre chose que toujours- la péloche. Même quand il y a eu le 16 mm et tout qui arrivait, c'est parce qu'en vrai, les bobines de 8 mm, il fallait en avoir plusieurs, tu vois. Les boîtiers étaient plus petits, il y avait beaucoup plus de. Enfin, en vrai, il y a toujours dans le cinéma. Ouais, mais il y a c'est parce que toujours là, eu on le parle de truc la d'argent. on parle de la contrainte, tu vois. Mais le truc, c'est qu'Adrien Beau, en soi, bon, bah, il a tourné son film en péloche, tu vois, mais parce qu'il avait besoin, de toute façon, parce qu'il comprend pas le numérique, mais parce que de toute façon, en vrai, son film ne marchait pas en numérique. Pas envie non plus d'essayer de comprendre le numérique. Hein. Non, Ça se mais- voyait dans l'interview, Bah parce qu'en vrai, faut être honnête, hein, de toute façon, ceux qui comprennent comment marche la cam, bah, c'est plus des techniciens, des cinéastes. Hein. Ouais, mais la question, c'est de savoir, est-ce que tu as besoin toujours de comprendre, entre guillemets, Bah, c'est bien de comment- comprendre quand même comment marche ton outil, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais est-ce que tu as besoin d'intrinsèquement. Parce que là, il parle des 1, des 0, des trucs comme ça. Ok, soit. Je veux dire, en vrai, bon, bah, tu as toujours des techniciens. C'est comme on a dit, hein, il y a plein de réalisateurs, je veux dire, en vrai, qui sont des pros, on va dire, d'écriture, du scénario et qui arrivent quand même à amener quelque chose à l'image, tu vois. Mais ils n'ont pas la nécessité de comprendre comment fonctionne le bousin. C'est pas eux je qui vont pense les qu'en retaper vrai, je leur pense que caméra. ceux qui cherchent pas à comprendre leur caméra, pour le coup, sont pas les réels les plus intéressants. Bah, je sais pas, après, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à des réalisateurs, on va dire, de donner confiance à leurs chefs opérateurs qui, eux, pour le coup, Non, ont mais du coup, ils compétences prennent, ça veut dire techniques, que, et là je vais revenir dessus, ça veut dire qu'ils prennent la caméra numérique par facilité. Et du coup, je vois pas du coup la différence entre ça, tu vois, et un mec qui va prendre l'IA par facilité. Bah, C'est un outil en soi, un outil qu'en plus les gens vont pas comprendre et vont plus ou moins bien utiliser ou ah pas. si, moi je pense qu'au contraire, l'IA, les gens le comprennent très bien. Hein. Ouais, C'est même très simple, l'IA au final. Tu te dis que c'est fait par un algorithme. T'as pas besoin de comprendre comment fonctionne l'algorithme, mais tu te dis qu'en tout cas, c'est ni un humain qui a touché derrière, tu vois, et c'est juste. Ah, fait- si. c'est Bah, fait dans ce cas-là, c'est la automatiquement. même chose pour le numérique. t'as Oui, pas parce que c'est vraiment un besoin de algorithme qui comprendre. traite ton image en soi. En fait, ils ont un point commun, le Vourdalak et l'IA. Je sais pas, Vourdalak, c'est techniquement un homme mort qui pompe sur les vivants du sang. Et l'IA, c'est quelque chose qui est pas vivant, qui pompe tes idées sur des vivants. C'est vrai qu'on vante beaucoup la marionnette dans le film, mais en vrai on vante peu ça, mais il a quand même une très belle réale dans le film pour le coup. On parlait de la scène d'intro avec son ombre, où il y a notamment, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais on va reparler un peu de cinéma, c'est que le vampire il est attaché de base au cinéma. Dans le sens où bon, c'est un être qui sort la nuit, enfin qui ne subit pas, on va dire qu'il va subir la lumière, des choses comme ça. Et Coppola il l'a fait lui avec le Dracula de Bram Stoker. La figure du vampire elle a toujours été attachée à ça, et il y a un moment où le Vourdalak arrive avec Grégoire Collin là dans la maison, et puis il y a une flaque, il y a un truc d'eau, un petit cercle d'eau dans un gros bol, enfin un truc. Oui, Et ils se regardent tous les deux. oui, Et tu oui, vois oui. genre bah t'as toujours ces Regarde ces comme délires. tu as fière allure. Voilà, alors que bon, tu te dis par contre lui il a une tronche horrible, tu vois. Et tu dis il y a cette question là du reflet. Le vampire normalement il se reflète pas. Bah, de toute façon, Beau, il a dit dans son interview de toute façon, on en a déjà parlé tout à l'heure, qu'il considérait plus son Vourdalak comme un mort-vivant que comme un vrai vampire. Donc, il n'y a pas ces règles-là. Ouais. Mais Il je vous faudrait ai voir si quand il bouffe de l'ail ou pas pour voir vraiment le. Il y a la réplique géniale avec le marquis que je disais tout à l'heure avant de commencer à enregistrer. Le truc de. Il y a le Vourdalak qui dit des Vourdalak et pourquoi pas des vampires. Oui. En plus, il fait un C'est renvoi, génial. parce que le mot vampire existait déjà à ce moment-là, Mm. tu vois, mais je sais même pas si il définissait ce truc-là précisément. Enfin, c'est pas la même vision du vampire que maintenant nous on a avec Bram Stoker et tout le bordel, quoi. Mais par contre, hier, je vous avais dit un truc à la fin du Nosferatu de Herzog, du coup,
il regarde la cam. Klaus Kinski. Il regarde vers nous. Et je suis sûr qu'il regarde vers nous, parce que vers nous, il y a quoi? Il y a la lumière du projo. Je suis sûr que Herzog y a pensé. Parce qu'en vrai, tu peux pas dissocier les deux. Tu te dis quand même, il y a quelqu'un qui... Enfin, il y a un être, son image ne se reflète pas. Donc ça veut dire qu'il a pas de... La lumière ne tape pas dessus pour créer un reflet, quoi. Tu te dis, c'est quand même le principe même du cinéma, quoi. C'est pour ça que du coup, Vampire en toute intimité, c'est hyper incohérent comme documentaire, hein, parce que on devrait aucun les voir pendant le coup. Tu vas tout le film à regarder des gens qui parlent et tu vois rien à l'écran, super film. Ah mais c'est vrai que c'est pour ça que Nosferatu c'est un monstre cinématographique, tu vois. Parce qu'en soi le vampire n'existe pas, tu vois, tu te dis dans la lumière, ce qui est quand même incohérent alors que tout dans le cinéma doit exister parce qu'il y a de la lumière, quoi. Donc parce que bon, les films dans le noir, moyen quoi. oui, mais même dans les films dans le noir, bon, Tu vois rien. il y a toujours un peu de lumière. Le Nosferatu de Eggers c'est très sombre, on n'y voit presque rien. Peut-être qu'il est réaliste. Après, la luminosité dans pas mal de films, et notamment dans le cinéma d'horreur, c'est un calvaire. Mais le Vourdalak pour le coup est bien éclairé. Et en vrai, même dans les scènes assez sombres, bah. Ah, mais même de jour, il se balade de jour, hein. C'est pas la. Il y a de la nuit aussi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que de jour, il a pas de problème à se balader, le Vourdalak. Enfin, je veux dire, bah par exemple, on voit des scènes où il est de jour, le Vourdalak, et oui, c'est pas la lumière qui provoque le problème. C'est un affaiblissement plus qu'autre chose. Ouais, mais... il va dormir, oui, c'est vrai. Enfin, c'est pas, ça se joue pas là-dessus en tout cas. Bah alors du coup, remarque chez Herzog aussi. C'est Herzog, il y a le truc ambigu. Chez Herzog, c'est ambigu aussi. On a bien bugué à la fin. Sur le coup, en gros, le film se termine du coup avec la défaite de Nosferatu. Qui, du coup, d'ailleurs, dans le film de Herzog, on n'a pas compris pourquoi c'était vraiment Nosferatu, parce que tous les personnages ont le nom du comte de Dracula. Mais bref. Et du coup, le comte meurt. Il s'effondre juste sur le sol d'ailleurs. Et le Renfield, qui a été mordu, contrairement à la version du coup de Murnau, lui, alors qu'il fait jour, il est encore en vie. Et bon, déjà, on se dit, bon, c'est peut-être juste parce qu'il est dans la maison. Et puis le film se termine sur le mec qui enfourche son cheval et qui va au soleil. Et pas au soleil couchant, non, au soleil bien en l'air et tout. Et du coup, c'est trop bizarre parce que vraiment, il y a ce truc du... Ah, bah attends. Ouais, Attends, je viens de peut-être de capter pourquoi on est con. C'est parce que quand elle lit le truc, elle a dit seule une jeune femme à l'âme pure peut le guider, peut le faire oublier les chants du coq. Vu que Renfield n'a pas eu cette jeune femme, il n'y a pas eu ce sacrifice obligatoire, bah du coup il peut partir. Ce qui impliquera qu'il y a forcément besoin qu'il doit se sacrifier pour tuer un vampire. Est-ce que vous voyez le film comme gothique, du coup? Pas tant que ça. Pourquoi? En vrai, genre, bon, sans l'avoir vu, moi aussi j'ai vu que la bande-annonce, mais Du Vourdalak Non, je l'ai vu. Bah non, le Vourdalak, je l'ai vu. Je l'ai vu deux fois. Je l'ai dit au début. Ah non, mais moi je parle pas du Nosferatu de Eggers. Ah non, mais oui. Mais j'allais dire justement que celui d'Eggers c'est beaucoup plus gothique. Tu penses? Je pense. Alors moi, je dirais qu'il est quand même gothique au vu des tableaux. Moi, c'est les tableaux quand même qui mènent un truc un peu gothique, tu vois. Enfin, tu sais, les tableaux dans le Vourdalak. Je parle du Vourdalak. Hein. Quand tu regardes le décor, c'est vrai que c'est pas tant appuyé que ça. On n'a pas tant de, par exemple, de croix. Ouais. De croix de Dieu et tout. Mais t'as quand même une référence à ça, tu vois. Les tableaux justement du... Bah en vrai, du Vourdalak lui-même. J'ai l'impression que le tableau, en fait, c'est le Vourdalak. Dans le Vourdalak. C'est Gorcha? Oui, c'est Gorcha, mais je veux dire, t'as l'impression qu'il a déjà une gueule de Vourdalak à ce moment-là. Oui. Mais, Non, mais il y a des tableaux, il y a plusieurs tableaux dans la maison et qui sont assez, D'ailleurs, est-ce que assez chelous et flippants. D'ailleurs, le tableau m'a donné la sensation que l'œil bouge. J'ai toujours pas vu la scène, J'ai mais pas vu. alors pour moi c'est un effet Kuleshov. Et justement c'est ça le truc, c'est que le tableau, le visage de Gorcha sur le tableau, il est impassible. Et je pense que en fait quand on a le champ contre champ avec le marquis qui regarde le tableau, je pense qu'on croit voir quelque chose qui bouge pas. Hein. Je pense qu'on sent qu'il y a une observation, mais alors vrai que peut-être par je me contre, trompe. Il le filme énormément ce putain de tableau. Oui, ouais, mais je pense que c'est pour ça, c'est l'enchaînement des choses. Parce qu'en vrai, l'effet Kuleshov aussi, il y a un délire. Enfin, comment dire, comme il est appris, tu vois, comme celui de Kuleshov, il est un peu naze. Dans le sens où t'as. Comment dire, L'expérience aurait été. l'expérience ne marche. Elle aurait pu être mieux faite, je trouve, parce que Bah, je trouve qu'on ressent pas tant que ça le il truc. y a que hein, deux mais- plans en fait. Hmm. Mais quand tu commences à mettre des 3-4 plans, par exemple, même le délire de le soleil se couche, machin, enfin, il y a du soleil, un plan, tu revois le soleil, le mec qui attend, tout le bordel. En fait, quand tu commences à avoir un enchaînement de plusieurs plans, là ça devient un peu plus précis. Et peut commencer à y avoir d'autres choses qui se créent, quoi. Mais du coup, est-ce que la gueule bouge ou pas? J'ai pas. Ah, ça reste quand même. Moi je trouve qu'il y a quand même une symbolique en tout cas parce que
Si dans le cas où il bouge pas, bon bah certes, tu vois, mais ça aurait quand même du sens car le Vourdalak de jour on le voit plus par contre. Enfin j'ai dit qu'on le voyait et quand il rentre ensuite à un moment donné, il disparaît. D'où le fait que pas Gorcha mais Igor, le père. Igor le père doit aller le chercher. Et du coup en fait à ce moment-là, il est un peu partout, tu vois le Vourdalak, tu sens qu'il peut taper à tout moment, mais vu qu'on est de jour, il tapera pas, tu vois. Mais c'est au début, c'est au tout début du film ça, le tableau du Ouais, Vourdalak. mais justement, Enfin, le tableau de ça Gorcha. en dit long justement, parce que le tableau il est omniprésent, tu vois. Et rien que le fait au début que le marquis le regarde, que nous, spectateurs, parce que je pense qu'il avait capté le plan à mon avis, c'est pas anodin si on pense que, si on est plusieurs à penser que ça, enfin que l'œil a bougé, tu vois. Et vu qu'après le Vourdalak, on le revoit pas beaucoup et tout, et qu'en fait il attaque que la nuit, que dans des moments en plus où c'est entre guillemets le marquis qui le voit, tu vois, en train de le prendre en plein fait, tu dis en fait il est omniprésent partout. Donc le tableau il aurait cette signification là. Après pour revenir sur la question du gothique, je pense qu'il emprunte plus des petites touches, on va dire esthétiques dans le gothique, que plutôt que le film est réellement gothique entre guillemets quoi. Parce que même les personnages tu vois en tant que tels, ils sont pas sapés énormément en mode gothique. J'ai vu plus marquant en tout cas. De ce que j'ai lu il y a à peine 5 minutes sur le truc du roman gothique, c'est le fait de briser les tabous sociaux et religieux. Et du coup, là, pour le coup, je pense que vraiment le film est gothique là-dessus. Parce que rien qu'avec le personnage de Svenska, et le fait qu'elle voulait se marier avec une certaine personne, et que c'était pas du tout autorisé, et qu'on comprend, je trouve assez vite que c'est bien le comte qui a buté le mec avec qui elle voulait s'enfuir, avec le fils, qui est clairement, en tout cas, on rajoute des trucs comme quoi il n'est pas un exemple de masculinité et tout, qu'il a Ouais, des c'est traits vrai, un peu efféminés, et c'est que vrai du coup, que ça, j'avais vu Adrien Beau, il le dit dans son interview que c'est pas du tout un truc qui était dans l'histoire de base, et que c'est lui qui l'a Ça rajouté. rajoute, ouais. Et puis, bah, tout ce truc de tabou, bah, forcément, il revient d'entre les morts. Je pense qu'on peut considérer ça comme un tabou religieux. Et il y a aussi le fait que... il y a aussi le fait que, comme on parlait en truc, toutes les métaphores du coup reliées au sexe, et notamment peut-être à l'inceste. Il y a un érotisme dans le Ouais, gothique. et aussi le fait que c'est relié un peu à l'inceste, et que du coup bah, c'est un peu l'interdit ultime quand même, ce genre de choses, et qui est pourtant dans le film. Après, de ce que j'ai vu, ce qui m'était aussi, c'est qu'à la fin on revient à l'ordre initial, et si on peut nous faire croire un petit peu ça au début de la fin du film, que tout est revenu à l'état initial, bah il y a le dernier détail qui nous fait comprendre que non, en fait, c'est la fin quoi. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un carton à la fin. Mais d'abord, toi, tu voulais parler. Ouais, bah, j'allais dire plus ou moins la même chose. En vrai que, genre, pour moi, le personnage le plus gothique du film, c'est Svenka. Genre, même dans sa façon d'être habillée, elle est pas habillée en noir, donc on va pas dire c'est le cliché gothique, tu vois. Mais c'est super gothique. Même le fait qu'elle fasse des rituels, elle met une croix en sang sur le gamin. Et surtout, il y a un dialogue qui, pour moi, c'est le summum du gothique, c'est je me suiciderai quand ma tristesse sera parfaite. Oh, Edgar Allan Poe aurait pas écrit mieux, quoi. C'est vraiment, c'est... Mais ouais, bah non, je voulais aborder le gothique. Et oui, du coup, on peut parler vite fait de ça. Il y a un carton à la fin du film, du coup. J'ai plus exactement le texte du carton, mais c'est une lettre d'un journal qui renvoie en plus, du coup, la manière d'être racontée. De Dracula. Voilà. Du coup, c'est une présentation d'une lettre de je sais plus qui, marquise de. C'est une marquise de... J'ai pas le nom du Ouais. bled. C'est Qui entre envoie- des mais nobles c'est à Versailles, français quoi. C'est à Versailles. Ouais. C'est à Versailles, oui, qui voit du coup Svenka, donc on suppose que c'est Svenka, une jeune femme qui arrive, au teint pâle, du coup. Bon. On nous fait clairement comprendre que Zenka, voilà. Et puis ce que j'aime bien, c'est le truc de malgré le fait qu'elle soit complètement paysanne, elle se prononce si bien, elle a des manières si nobles, je l'aime déjà et je crois qu'elle m'aime aussi, tu vois. C'est À la En mode, manière, donc on retrouve le truc du Vourdalak. complètement, on est en plein dedans. Putain, le temps du voyage, elle est devenue une marionnette. Chaud. Le truc qu'on n'a pas du tout évoqué sur le Vourdalak, c'est le mâchouillement. Je me suis pris ça surtout au deuxième visionnage, mais putain de merde, ça vient d'où ce délire de mâchouillement pour représenter le Vourdalak? Tu l'as pas? Ouais, alors en gros, la première fois que le Vourdalak apparaît, il est pas à l'écran, c'est juste au niveau du son, et t'as un bruit de mâchouillement de... tu vois, un truc comme ça. Et ça revient pendant tout le film, il y a même une réplique de je sais plus qui, je crois que c'est la daronne, qui dit, dans son rêve, elle a cet affreux bruit de mâchouillement, comme si un porc mâchouillait à côté de son oreille, un truc dans le genre.
Et en fait, ça Ouais, revient moi, je l'ai pendant pas tout le pris, film. je l'ai pas du tout Et, observé ce truc-là dans le machin. la première fois que j'ai vu, j'ai pas capté, mais C'est parce que t'es pas un ingé son. quand le marquis s'en va, il y a la daronne qui du coup est transformée en Voralak, qui tient le cheval, elle a un linge dans sa bouche qu'elle mâchouille. Quand le marquis se bat contre le Vordalak pour sauver le gamin, il y a un moment où la caméra se tourne, t'as un gros plan des dents qui mâchouillent un truc. Et à la toute fin, le reveal de Svenka, avant même qu'on ait la lettre, en soi il n'y aurait pas besoin de la lettre, c'est qu'elle est sur le cheval, elle prend un linge, elle le met dans sa bouche, et elle mâchouille. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'à la fin du film, il mâchouillait quelque chose. Ouais, si, si. À la fin du film. Ah oui, oui. Bah, de toute façon, à la fin, ils te disent. Pour que- montrer la fin du Vordalak, à la fin, il failli. Ah oui, mais en vrai, ouais, c'est ça. Peut-être en vrai. Mais Mais, c'est- pourquoi il mangerait un linge Je sais pas. Ouais, Ouais, parce que Mais moi, tu pendant- vois, pour pas se en voyant mordre. 3 fois le film, tu vois, j'ai pas relevé Pendant le truc. tout le moi. film, il y a des... À chaque fois que le Vordalak va apparaître, ou est un peu planqué, tout ça, il y a un bruit de mâchouillement. Ah, c'est peut-être Ça ça. livre. Bah, je trouve que Ouais, ça. si, un délire de fin peut-être. Et puis je Ouais. trouve que ça renvoie aussi plus au truc de représenter un mort-vivant qu'un vampire, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'un vampire, quand il mord, c'est. Bah, encore une fois, c'est tout le truc de la sensualité et tout, même dans celui de Herzog, quand il le mord au cou, là, c'est. T'as pas un bruit, c'est juste le. Et ensuite, même pas de bruit de Oui, et succion c'est de vrai que sang là, et tout ça. on n'a pas évoqué cette scène-là, mais la scène du coup où il mord le gamin. Ouais. bouffe, hein. La scène qui est complètement Ouais, pas avec le enfin, qui il est complètement aspire. sombre. T'as un bruit de paille. Mais oui, mais il graille de ouf, quoi. Et ça, c'est Ouais. vraiment un truc de. C'est en plus un truc que tu vois dans les films de zombies et tout. Et même si Adrien Beau, il dit pas qu'il s'inspire des films de zombies, et qu'il parle de morts vivants et pas de zombies, parce que c'est techniquement deux trucs différents. Enfin, il peut pas nier qu'il passe après. Plus Il passe de- après tout cet héritage-là. Oui, de il toute passe façon. après plus de 70 ans de films de zombies, donc forcément, enfin, il y a une imagerie qui est en tête et que tu peux pas. Quand tu vois un mort bouffer un truc, et même si c'est par le cou et qu'il le bouffe comme ça, là, bah ça fait plus zombie et du coup mort-vivant que vampire. Mais il a parlé un peu de ce côté-là, comment dire, de passer après cet héritage-là, avec déjà le fait que même Tolstoï de base, du coup, écrivait. Il était en Russie, il a écrit la nouvelle en français, du coup. Tu te dis quand même, c'est quand même assez fou d'avoir un texte original en français, quoi. Et du coup, sur des personnages français qui rencontrent des personnages russes, mais dans un territoire que tu sais pas trop, c'est pays de l'Est, quoi. Et là, tu te dis, du coup, maintenant, le Vordalak, c'est un français qui te réadapte une nouvelle écrite en français par un russe. Il y a un mélange comment dire, une Culture. petite- un peu de culture ouais, qui est. qui Et est du assez coup, c'est intéressant. pareil après au niveau des thématiques, quoi. Il me semble Ouais. que dans le texte de Tolstoï, il y a un bail en mode le marquis, il arrive à s'en aller et il revient des années plus tard pour retrouver la femme dont il était éperdument amoureux. Et en fait, il se rend compte que tout le village alentour est devenu des Vordalak. Là, t'as lu la nouvelle Non, mais j'ai lu le résumé Wikipédia. Ouais, parce que moi aussi j'ai vu. Oui, la fin est très différente. Ouais. Du coup. Ça serait ouf de voir Mais ça. après, ça veut dire que du coup, ça rend limite la fin du film Le Vordalak pire. Ouais. Parce que Mais elle est un plus- village paumé, bon là Oui, et tu c'est le Versailles, vois, là. mais là c'est Versailles et Mais c'est. en vrai, la fin du Vordalak, elle est un peu Lovecraftienne. On n'est pas revenu sur les costumes. Parce que on a quand même dit plein de fois qu'Adrien Beau il a Et les essayé stylistes, tout ça. oui, les costumes. Et les costumes de Vordalak sont quand même super bien, quoi. Ouais. Ouais, c'est des... Après, moi, je les trouve très simples. Tu vois, mais. Oui, mais c'est ça, enfin, je veux dire, ils font très réaliste et tout, et puis, mais même dans les costumes, bah, encore une fois, de Svenska, c'est ça qui a les costumes les plus intéressants et tout, quoi. Le Et frère même- aussi. Elle a beaucoup de Oui, elle oui. a elle a pas mal de trucs en. Un peu de ferraille sur Mm. son costume. Mais il y a un délire sur les costumes qui sont très cool et qui font très d'époque aussi. Et je sais plus comment on appelle ça. Il y a un. Bah, j'ai oublié le mot, je crois que c'était pacing, pas du tout. Mais en gros, quand tu fais du costume, il faut toujours les faire vieillir un peu. Pour montrer qu'ils ont de la consistance et qu'ils ont du vécu, parce que sinon ça te fait un effet un peu nul. Bon, je vais dire un exemple qui a rien à voir, mais dans Astérix chez les Bretons, Ah ouais, le camoulox. Oh, le camoulox. j'ai vu une vidéo qui faisait une analyse de tous les films Astérix, et c'est vrai qu'il avait dit ça. Dans les films Astérix récents, les deux derniers, donc celui chez les Bretons et celui dans l'Empire du Milieu, les costumes, ils sont propres. Ils font pas user. Ils font Bah, pas c'est parce qu'ils récents. les ont mis à la machine avant, les gars. Non mais... C'est tout, mec. non mais du coup, tu vois, c'est... Dans les 12 travaux d'Astérix, il y a un truc en mode la lingerie des dieux. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Mais du coup, il y a ce truc-là là, dans les costumes, ils ont l'air d'être usés, quoi. Ils ont l'air d'être... Et je sais pas comment c'est dans le Eggers, mais dans les plans que j'ai vus, ils avaient l'air aussi très clean, les costumes. Et je dis pas que c'est un point négatif, mais je trouve que donner du vécu à un vêtement, c'est aussi le rendre plus vivant.
Bah oui. Et intéressant pour un film qui parle d'un mort, quoi. Et la tenue de Gorshov, hein. Mm. Il a son petit chapeau là. Mais voilà. Ok. Rien d'autre à dire, Etienne et Lou? Non, c'est bon. Et bah du coup on vous conseille je pense tous les 4 d'aller voir le Vourdalac de Adrien Beau et puis spammer les réseaux sociaux pour demander un Blu-ray français. Spammer mais, Jokers, là. mais parce que du coup le film est très intéressant, faut aller voir les Nosferatu aussi. Mais voilà, à voir absolument le Vourdalac du coup qui est un bon rafraîchissement dans le paysage français. Et on aura l'occasion d'ailleurs dans ce podcast de reparler d'un autre film français qui a un bon rafraîchissement. Deux même. Mais bref, du coup le mot de la fin, Je peux donner une reco musique? vas-y. Écoutez le dernier album de Younglin, il est trop bien. Il est sorti hier. J'ai pas le mot de la fin à dire, moi. Eh bien merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve bientôt. Salut! Salut. Salut tout le monde.